Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 heures. Nous sommes le vendredi 1er juillet. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Invité de cette édition, Harry Durimel, porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts et conseiller régional d'opposition. Avec lui, nous parlerons notamment de la consommation d'énergie en Guadeloupe qui est à la hausse. C'est d'ailleurs l'un des titres de cette édition. Un hôtel d'affaires et de loisirs à côté du Memorial Act, le projet a été présenté aujourd'hui à la mairie de Pointe-à-Pitre. La consommation d'énergie est à la hausse en Guadeloupe et notre dépendance au pétrole est toujours aussi forte. Le méconnu Guillaume Aubert est l'un des jeunes concurrents du TGVT. Après 5 participations, il défie les cadors de la flotte. Le journal, Jean-Luc Icard. Un hôtel 4 étoiles à Pointe-à-Pitre et même dans Pointe-à-Pitre, dirons-nous. Le projet a été présenté ce matin à l'hôtel de ville par ses promoteurs. Un hôtel d'affaires et de loisirs aux côtés du Memorial Act, sur le site de l'ancienne usine de Darboussier. Un projet qui s'inscrit, semble-t-il, selon la municipalité, dans un projet plein d'ambition pour la ville et pour l'agglomération. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. C'est ici qu'un hôtel 4 étoiles sortira de terre. Dans le prolongement du Memorial Act, le Transatlantique Hotel surplombera la baie de Pointe-à-Pitre avec une clientèle d'affaires et de loisirs. Donc nous serons en charge maintenant de réaliser le projet puisqu'on a déposé le permis de construire. Et donc on va attribuer des marchés de travaux avec l'aide de la maîtrise d'œuvre, donc Alain Nicolas l'architecte et tous les bureaux d'études techniques. Donc nous allons mettre différentes entreprises en concurrence pour aboutir à démarrer les travaux le plus rapidement possible. Dès que le PC est purgé, on démarre et on livre, si possible, en 2018, le projet finalisé. Pour la ville de Pointe-à-Pitre, ce projet a pour ambition de renforcer l'attractivité et de dynamiser l'économie pointoise, notamment dans un quartier en pleine mutation. La ville de Pointe-à-Pitre, effectivement, a envisagé donc, de proposer un concept autour et avec le mémorial d'un côté, le projet hôtelier et également donc, le centre des arts qui pourrait servir effectivement d'assemblée générale pour les congrès. L'hôtel est également un outil de développement du mémorial, qui effectivement, on le conçoit maintenant que sa vie, on conçoit bien que le mémorial a besoin d'un outil qui accompagne effectivement les grands besoins, les grands développements, les grands événements qui vont se passer autour. On a évoqué également que l'emplacement d'hôtel est idéal pour l'arrivée de la route du Rhum. L'emplacement d'hôtel est également idéal pour toutes les réunions d'affaires, tous les hommes d'affaires qui viennent aux Antillais, qui n'ont pas besoin de se trouver forcément à côté d'une plage. Donc on est tout à fait dans un contexte tout à fait favorable. Et les études de marché qui ont été réalisées ont prouvé effectivement la pertinence effectivement de ce projet-là. Ce projet d'envergure s'inscrit dans le schéma régional de développement économique et touristique de notre archipel. Le Transatlantique Hotel sera géré par le groupe Melia Hôtel International qui compte déjà 350 hôtels répartis dans 35 pays. Hier, le président du conseil régional et son homologue du département ont réuni autour d'eux les présidents de toutes les communautés d'agglomération ou de communes pour entamer des discussions sur l'organisation future du traitement des déchets. La région en a désormais la compétence exclusive de par la loi NOTRe et cela va entraîner des changements pour les structures actuelles comme le CIVAD, principal syndicat de valorisation des déchets, qui plus est actuellement porteur d'un coûteux projet de plateforme multifilière sur le site de la Gabar. Qu'en est-il sorti? Le reportage de Johan Charpentier-Titi. Réunion au sommet pour l'avenir du syndicat de valorisation des déchets de Guadeloupe, en l'absence du président de ce syndicat. Pourtant, le CIVAD gère les déchets ménagers de 3 communautés d'agglomération ainsi que d'une communauté de communes. La réunion devait entre autres permettre de discuter de la forme que prendra la gestion des déchets sur le territoire. En effet, la loi NOTRe prévoit le transfert de compétences en ce qui concerne les déchets ménagers du département à la région. Pour l'heure, c'est l'idée d'un syndicat unique de traitement des déchets qui est préconisée. Si j'ai, avec Madame la Présidente, convoqué tous les présidents de communautés d'agglo, c'est de manière à que nous puissions mettre en place un seul syndicat de traitement des déchets ici. Quid alors de la gouvernance de ce nouveau syndicat?
Les présidents de la région Guadeloupe, du département et des communautés d'agglomération devraient se rencontrer de nouveau, avec cette fois, il le faudra bien, la présence du président du CIVAD, Michel Rinson. En attendant, il a surtout été question du financement de la plateforme multifilière de traitement des ordures ménagères. J'ai proposé qu'on mette en place une commission ad hoc pour pouvoir mieux comprendre la structure financière, parce que c'est quand même 228 millions d'euros que nous aurons à garantir, le président de région et moi-même, à 50%, et nous aurons aussi à intervenir au niveau des annuités, c'est 9 millions d'euros que nous aurons aussi à garantir 50% pour chacune des deux collectivités. Un financement 50-50 entre les deux collectivités que le président de région se dit prêt à assumer. Sachant que la région est autorité de gestion, c'est 52 millions en matière de FEDER, donc il fallait voir le dossier, surtout que le préfet vient de prendre l'arrêté concernant l'intégration de Cap Excellence officiellement dans la modification des statuts. Donc nous sommes prêts maintenant à mettre en place un bon comité syndical pour que nous puissions travailler, avancer sur ce dossier, prendre des décisions dans l'intérêt des Guadeloupéens, avant quand même d'hypothéquer, pour ne pas hypothéquer l'avenir des Guadeloupéens. Pas d'avancée majeure donc au cours de cette réunion, mais un premier pas vers une nouvelle organisation de la gestion et du traitement des ordures en Guadeloupe. Parlons maintenant de l'eau. Il est également question d'un syndicat unique dans ce dossier. Hier, le directeur de la Générale des Eaux, Frédéric Certain, était l'invité de notre édition de 19h après son véritable pavé dans la mare. Un communiqué dans lequel il dénonçait trop de Guadeloupéens qui ne paient pas l'eau. Particuliers, entreprises de toute nature et même collectivités, collèges par exemple. On a parlé notamment de ce chiffre d'une dette de 600 000 euros pour un seul collège de Guadeloupe. Eh bien, il a expliqué le sens de cette communication plutôt choc. Je vous ai dit que Général des Eaux a décidé de se retirer des Antilles à cause de cette équation économique qui n'était plus viable pour nous. Dans cette fin de course, nous reprenons peut-être un peu de liberté de parole. Et cette liberté de parole vise un intérêt qui est commun, qui est celui aussi bien du SIAG, de Cap Excellence, peut-être de la CSBT. Aujourd'hui, cette libéralité, cette habitude qui est en train de s'installer dans la population de dire « je ne paye pas l'eau » est extrêmement dangereuse. Elle est dangereuse pour maintenant, mais elle est surtout dangereuse pour demain. Que ce soit Général des Eaux ou tout autre opérateur qui puisse intervenir, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas un équilibre économique, personne ne peut espérer remettre les réseaux d'eau en état en Guadeloupe. La consommation d'énergie en Guadeloupe est à la hausse, plus de 2%, et nous restons toujours très largement dépendants, plus de 80% des énergies fossiles, en dépit des objectifs de développement des énergies renouvelables. Voilà quelques-uns des chiffres à retenir du bilan de l'année 2015 présenté par l'Observatoire régional de l'énergie et du climat. Des précisions avec Cécile Allègre. La vague de chaleur qu'a connue la Guadeloupe en 2015 a entraîné une hausse de 2,1% des consommations d'énergie. Cette augmentation est aussi liée à la diminution du prix des carburants qui a encouragé la population à rouler plus. Les transports sont aujourd'hui au cœur des débats puisqu'ils restent encore peu portés sur les économies d'énergie. Aujourd'hui, le transport représente la plus grande partie de nos consommations d'énergie et il s'agit maintenant donc de structurer un projet qui permette d'amorcer cette transition énergétique aussi dans le secteur des transports. La Guadeloupe, comme d'autres territoires d'outre-mer, est à la pointe de l'innovation en matière d'énergie renouvelable. Les recherches sont axées aussi bien sur l'énergie éolienne que l'énergie solaire. Il faut savoir que sur nos territoires, toutes ces nouvelles centrales d'énergie éolienne ou photovoltaïque, les grosses centrales sont associées à des dispositifs de stockage. Nous sommes vraiment à l'avant-garde avec d'autres territoires européens sur ces questions de stockage d'énergie. On peut citer aussi des avancées majeures sur l'amélioration de l'intégration des éoliennes dans le paysage. Pour 2013, l'archipel s'est fixé un grand défi, celui de l'autonomie énergétique. Pour cela, il faudra que les énergies fossiles soient remplacées à 100% par des énergies renouvelables. La Guadeloupe a beaucoup d'atouts par rapport à cela, en particulier une richesse au niveau des énergies renouvelables qui est remarquable. Tout ce panel de sources d'énergie est là devant nous et donc il faut utiliser ces ressources pour produire l'énergie. Il faut aussi réduire les consommations. La Guadeloupe
part de loin puisqu'elle produit aujourd'hui 82% de son électricité à partir d'énergies fossiles. Mais les acteurs sont mobilisés pour développer des technologies de plus en plus accessibles et surtout sensibiliser les habitants. Il faudra donc une réelle prise de conscience de la population pour que l'objectif d'autonomie énergétique puisse être atteint en 2030. Harry Durimel, bonsoir. Je l'ai dit, vous êtes le porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts, conseiller régional. Vous avez été le président de la commission énergie au conseil régional de 2010 à 2015. Les chiffres qu'on entend là, c'est un échec. Ah non, justement, j'ai les chiffres à notre sortie. C'était la stabilisation de la consommation. C'était avant 2015. Non, mais attendez, vous posez la question et que vous faites la réponse, je vous laisse la faire. Non, je pose une question. D'accord, mais laissez-moi faire la réponse. C'est un sujet très technique. Ce que j'ai présenté comme bilan à la veille des élections, c'était que les 2 dernières années, nous étions parvenus à stabiliser la consommation d'énergie puisqu'elle était en hausse exponentielle depuis tantôt. Et là, on vous a dit dans votre reportage que les hausses de température et la baisse du prix des carburants a incité les consommateurs à consommer. Mais nous ne disons pas que ce n'est pas un coup de baguette magique qu'Harry Durimel a pu stabiliser. Je fais partie d'une commission encore aujourd'hui, donc je ne vais pas décrier l'action qui vient d'être entreprise. De notre temps, nous avons mené des actions, et je peux les citer, qui ont conduit à une stabilisation avant d'enclencher un mouvement de baisse. C'était la promotion des climatiseurs de catégorie A qui ont bénéficié d'aide de la région, le recours aux chauffe-eau solaires où on a installé pendant le temps de ma mandature 35 000 chauffe-eau solaires grâce à un prêt taux zéro que nous avons instauré puisque je me demandais comment faire pour éradiquer les chauffe-eau électriques qui c'était une aberration. On chauffait au pétrole, l'eau dans un pays qui est bardé de soleil. Donc nous avons pu, en vendant 1500 chauffe-eau solaires à des Guadeloupéens et en payant les intérêts pour eux, nous avons pu accroître jusqu'à 35 000 chauffe-eau solaires installés en Guadeloupe au cours de cette mandature. D'accord. Alors, ça, c'est pour les consommations finales. Je rappelle que selon la loi sur la transition énergétique, on voudrait que la Guadeloupe, que les départements d'outre-mer réduisent à plus 1%, si le chiffre est justement, exact. Puisque pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, il ne s'agit pas tout simplement d'augmenter la part d'énergie renouvelable, il faut aussi baisser la consommation d'énergie et pour l'instant, on est à la stabilisation, on voudrait pouvoir les baisser d'au moins 1% par année. Alors, pourquoi on en est encore à 80% d'énergie d'origine fossile? Mais parce que les ressources sont là, et que nous n'avons pas les moyens d'aller les cueillir. Par exemple, avec la géothermie, je sais qu'il y en a qui prédisent ma mort, qui me traitent de traite et de tout, mais nous avons des ressources, vous l'avez entendu du reportage, mais comme c'est un métropolitain qui le dit, on va certainement dire que c'est juste, il nous faut accroître la part d'énergie renouvelable. L'État a marqué un coup d'arrêt au photovoltaïque et à l'éolien parce que l'aide qui était portée à EDF pour acheter cette énergie renouvelable à un prix incitatif a été bloquée pendant un certain temps, de sorte qu'il y a eu de moins en moins d'investisseurs et l'effet d'aubaine que ça avait pu générer puisque la France s'est rendu compte qu'en suscitant la vente de panneaux photovoltaïques, ça déséquilibrait sa balance commerciale puisque les panneaux sont fabriqués en Chine. Donc, plus on utilise des panneaux, plus la balance commerciale de la France est déséquilibrée. Donc, le gouvernement a marqué un coup d'arrêt au recours aux énergies photovoltaïques. À la région où vous siégez encore aujourd'hui, cette fois dans l'opposition, est-ce que l'on prend le bon chemin? Alors, vous étiez au lancement de la programmation pluriannuelle énergie, voilà. C'était en juin 2015. Bien sûr. Il y a eu une première réunion, je crois, en février dernier. Est-ce qu'on continue sur le même chemin? Moi, je ne suis pas membre de la commission énergie. Madame Maggie Cellini me dit qu'on est en phase sur les objectifs que j'essaie de faire partager et elle me dit qu'on est tout à fait en phase. De toute façon, on n'a pas le choix. La loi sur la transition énergétique oblige la région, oblige la Guadeloupe à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Nous ne produisons pas de pétrole, nous ne produisons pas du charbon, donc il nous faut réduire notre consommation d'énergie fossile. Donc nécessairement, la part d'énergie renouvelable va augmenter. Mais ce n'est pas avec le soleil. L'objectif de 50% d'énergie renouvelable dans le mix électrique d'ici 2020, c'est-à-dire demain, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on peut l'atteindre ça? On ne peut pas l'atteindre qu'avec le soleil et le vent, qui sont des sources d'énergie intermittentes.
puisque s'il y a des nuages, il n'y a pas d'énergie photovoltaïque, et s'il y a une panne d'alizé, il n'y a pas d'éolienne. Donc ce n'est pas avec le vent et le soleil, comme j'entends des gens dire dans la rue, qu'on va passer à l'indépendance énergétique. Moi aussi, avant d'avoir été aux commandes à la région, je disais aussi, comme tous les militants, comme tous les écolos rêveurs, qu'avec le soleil et le vent, on pourrait atteindre l'indépendance énergétique. Mais lorsque vous connaissez les données scientifiques, économiques et géologiques, vous savez bien que le soleil et le vent ne suffisent pas à aller vers la dépendance énergétique. Il faut développer la géothermie, qui est la seule source stable que nous avons. On y vient. Vous avez surpris peut-être certains dans une longue lettre. Vous avez expliqué que vous étiez contre la démarche de ce fameux collectif qui réclame le maintien dans le patrimoine guadeloupéen de l'usine géothermique de Bouillotte, qui est donc contre ce rachat par un groupe américain. Vous estimez d'une part que les Guadeloupéens n'ont pas les moyens d'arrêter le processus et engagé de vente, et puis que c'est finalement une bonne chose, que ce groupe est puissant, qu'il a les moyens technologiques, qu'il amène de l'argent frais. Ça a surpris plus d'un. Alors, surpris plus d'eux, ils n'ont pas d'argument. Les seuls arguments, c'est qu'on a dû me donner une valise de 2 millions à Saint-Martin et qu'on a acheté la gueule d'Harry Durimel. Moi, je vous dis que si les Guadeloupéens avaient un collectif d'investisseurs qui était prêt à mettre 52 millions sur la table, moi, je suis d'accord. Nous n'avons pas ça. Et s'il y avait une entreprise guadeloupéenne qui maîtrisait la technologie nécessaire pour exploiter la géothermie, je suis partant. Je voudrais demander à tous ces gens qui méprisent ma position, combien ils sont prêts à mettre. Ça fait depuis 2011 que le BRGM appelle à des investisseurs pour pouvoir sauver l'usine. Les travailleurs de l'usine, le syndicat CGTG Énergie a pris position pour que de l'argent frais arrive, et ils ont salué l'arrivée d'Ormat, leader mondial de la géothermie, qui va sauver une usine que l'État français a sous-développée, mal exploitée à travers ses entreprises satellites, puisque le BRGM, s'ils ne le savent pas, c'est le Bureau de recherche généalogique et minière qui est propriétaire de l'usine et propriétaire de la SA Géothermie Bouillante à 87%. EDF avait 22% dans le capital, EDF a réduit sa participation à 2,2%. Donc vous dites c'est une bonne chose que cette arrivée de Ormat, tout simplement. Vous savez, ce problème est tellement complexe que si vous n'expliquez pas aux gens que correctement et avec pédagogie pour qu'ils comprennent que nous avons le choix entre laisser mourir l'usine ou accepter que le leader mondial de la géothermie vienne investir pour pouvoir permettre à la Guadeloupe d'utiliser une richesse qui est dans le sol et que personne ne pourra emmener, ni en Israël, ni en Amérique, comme on le fait croire. Ce collectif, et vous présentez ma position comme étant contre le collectif, je le dis dans ma note. Je dis que vous avez une position Je ne suis pas dans le collectif, mais je n'ai rien contre eux parce qu'ils défendent un idéal qui est très beau à défendre. Dire dans les rues qu'on défend le patrimoine guadeloupéen, qu'on est contre qu'on brade le patrimoine guadeloupéen, je suis capable de dire ça, de faire des tracts, de distribuer. J'aspire à avoir des responsabilités politiques dans ce pays, donc je ne peux pas rêver. Je sais que nous n'avons pas l'argent ni la technologie pour développer de la géothermie. J'ai visité le Costa Rica, j'ai visité des pays qui produisent déjà à 50% leur énergie avec la géothermie, et tous ces pays ont recours à Ormat et à d'autres multinationales. Ormat est le leader. La Dominique a encore plus d'énergie géothermique que nous. Et ils ont sollicité EDF. Ils ont sollicité. Et les Dominicains disaient pareil, nous ne voulons pas des Français chez nous. Eh bien, les Français se sont cassés et les Dominicains, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Donc, aujourd'hui, ils importent du pétrole du Venezuela et ils se prostituent pour avoir de l'aide internationale pour acheter du pétrole. Un mot sur le projet. Non, mais vous savez, ce sujet-là, moi, je voudrais que vous fassiez un débat. Il faut faire un débat. On le fera, certainement. Vous invitez Monsieur Plaisir, vous invitez les syndicalistes, parce que tous, ils m'envoient des lettres de remerciement me disant, Monsieur Durimel, merci, vous sauvez notre travail. Et derrière, je me fais mépriser par des gens qui ne veulent rien mettre. Et c'est pour ça que la Guadeloupe est où elle est. Parce que, entre Guadeloupéens, c'est le mépris, l'invective, la calomnie quand vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je n'ai peur de personne et je dis que je ne suis pas d'accord. On est en train de jouer avec une chance pour nous d'avoir
40 mégawatts, monsieur. 40 mégawatts d'énergie géothermique à l'horizon 2031 si nous avons un industriel qui vient investir son blé dans notre sous-sol que personne ne pourra emmener ni en Israël ni en Amérique. Ce n'est pas délocalisable. Ce n'est pas délocalisable. La prochaine fois que je ne peux pas parler 15 minutes de ça, je ne réponds plus à aucune invitation. Vous savez bien, Harry Durimel, non, mais moi, vous n'aurez pas 15 minutes, le journal lui-même, il en fait une vingtaine. Je vous dis, la prochaine fois, il faut qu'on fasse une émission. On en fera une émission. Parce que quand je fais 3 minutes avec vous, en sortant, je vais avoir des gens qui vont me rencontrer en bas pour me tuer. Mais non, vous ne tuerez pas, vous êtes encore bien vivant. Un dernier mot. Vous n'avez pas émis le moindre doute sur le processus, le procédé utilisé par Ormat, un procédé que conteste d'ailleurs le collectif qui juge dangereux. Le collectif a évoqué un procédé d'Ormat qui serait, semble-t-il, dangereux pour l'environnement. Vous n'y voyez aucun. Ils connaissent rien. Moi, je vous dis, Ormat vient corriger la catastrophe écologique que perpétue le BRGM dans la zone. Le BRGM déverse l'eau chaude utilisée dans la mer sans la traiter. Et cette eau chaude tue tous les écosystèmes. Ormat a déposé 72 brevets qui ont été soumis à des contraintes et à des normes environnementales les plus contraignantes. Et parmi ces brevets, je ne suis pas préposé d'Ormat, je ne connais pas ces gens, je ne connais pas j'étais Ségolène Royal. Quand j'entends dire que par mon cabinet à Saint-Martin, on m'a versé des millions dans une valise, mais c'est du délire pur. Donc, Ormat a une technologie, les converseurs technologiques Ormat ont fait leurs preuves à travers le monde. Demandez au Costa Rica, qui est le pays le plus vert de l'Amérique. Ce pays produit 265 jours d'énergie verte avec sa géothermie parce qu'eux, ils ne sont pas xénophobes et ils ne disent pas nous voulons ni américains ni israéliens. Ils voient l'argent. Parce que je ne vois pas comment on peut être nationaliste et préférer l'argent français à l'argent américain ou israélien. Dites-moi, qu'est-ce qui explique... Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Merci Harry Durimel. Et puis, nous organiserons, si nous le jugeons nécessaire, ce sera la décision de cette rédaction. Absolument. Si nous le jugeons nécessaire, nous organisons un débat là-dessus. Merci d'avoir... Et vous savez que vous avez la parole chez nous. Quand nous le jugeons nécessaire. Je vous en sais gré. Merci Harry Durimel. Social maintenant avec la grève à la mairie de Capesterre-Belle-Eau qui va atteindre demain son 2e mois. Le dialogue est toujours au point mort entre le maire Joël Bougendre et le syndicat UTC-UGTG. Et comme il l'avait annoncé de son côté, le conseiller municipal d'opposition et conseiller départemental Hugues Philippe Ramdini a saisi le préfet pour intervenir dans l'administration de cette commune. Et puis la grève au Crédit Agricole en est aujourd'hui à son 5e jour. Les syndicats s'opposent toujours à une réforme du dispositif de prime de vie chère dans la société. Une réforme qui vise, selon la direction, à remettre en cause cette prime, mais uniquement pour les nouvelles embauches. Tableau maintenant de l'évolution des prix des carburants à côté d'aujourd'hui. Le super samplon est passé à 1,35 €, donc une augmentation de 1 centime, et le gasoil est à 1,12 €, soit une hausse de 4 centimes, une évolution due bien sûr à la hausse du prix du pétrole. La bouteille de gaz de 12,5 kg quant à elle, passe à 18,40 €. C'est une baisse puisqu'elle était à 18,67 €. Autre changement à compter de ce 1er juillet, celui dont on parle beaucoup dans les médias depuis ce matin et qui va probablement modifier nos habitudes quotidiennes, la fin des sacs plastiques, un sujet qui vous intéresse sans doute, Harry Durimel. Reportage et explication de Cécile Allègre. Cabas, sacs plastiques, sacs recyclables ou paniers, tous les moyens sont bons pour porter ses achats. Mais il va falloir changer ses habitudes. À partir du 1er juillet, les sachets plastiques devront disparaître des rayons. Les commerçants vont donc devoir proposer d'autres solutions à leurs clients. C'est ennuyant pour la nature, quoi, le sac en plastique. Moi, je comprends ça parfaitement. Mais il y a des habitués qui ne vont pas l'admettre de faire des courses sans leurs petits sachets. Pour les grandes surfaces, la loi a été bien anticipée. Celles qui avaient déjà démocratisé les cabas ont progressivement réduit leur stock de sacs plastiques, y compris au rayon fruits et légumes, pour les remplacer par des biodégradables. Le client qui vient pour 2-3 courses sera amené à acheter plus le sac plastique que le sac cabas. Nous avons pensé à ce problème-là. Donc, ce que nous avons commandé, c'est des sacs bio qu'on aura au 1er juillet. On a arrêté d'en commander depuis 2-3 mois. Donc, ça se fait que le stock magasin, il arrive à terme. Mais les petits commerçants sont plus inquiets.
les consommateurs et plus particulièrement les touristes se promènent souvent les mains dans les poches. Cette mesure peut ainsi être un frein à l'achat pour ces petites boutiques qui souffrent déjà souvent d'un manque de clients. Il y a un mois, peut-être 2-3 semaines qu'on a reçu le courrier. J'ai averti les clients. Les clients, je suis sûre, elle ne va pas accepter ça. Des fois, des gens viennent, ils n'ont même pas un sachet, ils n'ont même pas un cabas. Le cabas, disons, on peut faire des courses avec un cabas. Le tissu, les souvenirs, c'est plus délicat. Enjeu économique ou non, l'État a pris sa décision. Limiter la pollution des océans et protéger la faune semblent être devenus des objectifs incontournables. La première agence immobilière à vocation sociale de Guadeloupe a été inaugurée ce matin au Rézé. La IVS, c'est un cycle dont on s'habituera sans doute, est une structure associative qui existe en France hexagonale. Elle est destinée à accompagner les ménages à faible revenu. Elle veille notamment au respect des droits et devoirs des locataires, mais elle garantit surtout aux bailleurs la bonne gestion des logements qui lui sont confiés et la sécurisation du risque locatif. On écoute sa responsable de Guadeloupe, Stéphanie Jouot, qui répond aux questions d'Éric Pommier. C'est vraiment un besoin très très important sur la Guadeloupe. La IVS existe dans beaucoup de communes en métropole, elle n'existait pas encore ici. Elle était dans les tuyaux déjà depuis un très long moment et il était grand temps que les choses justement évoluent et on est très très content aujourd'hui de lancer cette nouvelle action sur la Guadeloupe. La IVS c'est une agence immobilière à vocation sociale, donc pour le public qui est déjà suivi par des travailleurs sociaux, donc il devra être orienté par ces travailleurs sociaux et ensuite nous les recevrons au sein de la IVS pour voir quels sont leurs besoins en logement, faire un point détaillé de leur situation. Et après, on fera des dossiers d'inscription et on passera des dossiers en commission. Alors tout le public qui est en situation précaire, qui a des difficultés financières, des difficultés sociales, qui fait qu'il n'arrive pas à avoir accès au logement de droit privé. La seule chose vraiment, c'est qu'il faut que ce soit des ménages qui sont déjà en difficulté. Il ne s'agit pas de prendre un ménage parce qu'il n'a pas trouvé son bonheur, entre guillemets, dans une agence classique, donc il va venir chez nous. Non, il faut vraiment que les personnes aient besoin d'un accompagnement, puisqu'une fois qu'ils seront dans un logement, il y aura un accompagnement social et professionnel au sein de la IVS. Le point sur l'évolution de l'épidémie de Zika fait par l'ARS depuis le début du mois de juin. 2250 à 2750 nouveaux cas cliniquement évocateurs ont été recensés. La Côte-sous-le-Vent, le nord de la Grande-Terre ou le nord-Basse-Terre, comme la Désirade également, sont les régions les plus touchées. Le cas d'un patient atteint du syndrome de Guillain-Barré a été biologiquement confirmé. 5 autres cas sont actuellement l'objet d'investigation. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, la Colombie, Haïti, le Venezuela, listés par les États-Unis comme des États ne prenant pas suffisamment de mesures pour lutter contre le trafic humain. C'est la première information de la soirée. Les ressortissants dominicains n'auront plus à demander de visa pour un voyage en transit en France métropolitaine. Mais les visas Schengen resteront obligatoires pour les séjours en France. Gustavo de Hostos, le président général d'Incel Air, demande que les Dominicains signent une pétition pour demander à la chancellerie dominicaine de supprimer totalement ce visa. Il rappelle que d'autres pays ayant les mêmes niveaux de pauvreté que la République dominicaine ont réussi à éliminer le visa Schengen, donc la République dominicaine doit également être éligible à cet assouplissement. Une Trinidadienne est sortie indemne du triple attentat suicide à l'aéroport Atatürk à Istanbul en Turquie, dans lequel 44 personnes ont été tuées et plus de 230 blessées. Les médias locaux informent que Sherlyn Stewart, une employée de la Royal Caribbean, n'a pas eu une seule égratignure dans l'attaque terroriste. 3 hommes, originaires de Russie, d'Ouzbékistan et du Kirghizistan, ont fait exploser des gilets de suicide dans 3 sites différents à l'aéroport, après avoir ouvert le feu. Sherlyn Stewart a fui quand elle a entendu les explosions, et même si elle a réussi à se mettre en sécurité, au moins 13 autres étrangers en provenance de Chine, de Jordanie, de Tunisie, d'Ouzbékistan, d'Iran et d'Ukraine ont été tués autour d'elle. Le ministre des Affaires étrangères de Trinidad a confirmé que sa jeune ressortissante était en route vers la Méditerranée, où elle devait rejoindre la compagnie de croisière pour laquelle elle travaille quand l'attentat a eu lieu. Aujourd'hui,
Sherlyn Stewart est choquée par les scènes qu'elle a vécues, qu'elle décrit comme un immense chaos. Les autorités turques ont arrêté 22 personnes dans le cadre de l'attaque. Haïti, Venezuela et Belize ont été blacklistés par les États-Unis pour ne pas prendre les mesures suffisantes pour lutter contre la traite des êtres humains. La Colombie et le Chili sont les deux pays placés en tête de cette liste noire. Le président Barack Obama a maintenant 90 jours pour décider d'appliquer des sanctions contre ces pays, comme le gel des aides humanitaires et des relations commerciales ou le refus d'octroyer des prêts. Dans son édition 2016, le département d'État a décidé de supprimer Cuba de la liste noire, qui figurait dans cette catégorie depuis 2003. L'île castriste apparaît cependant dans une catégorie appelée Observation spéciale avec entre autres la Bolivie et le Costa Rica. Lors de la présentation de ce rapport, le secrétaire d'État John Kerry précise que la traite concerne l'esclavage moderne qui touche encore 20 millions de victimes dans le monde et génère une industrie illicite de 150 000 millions de dollars. John Kerry informe qu'Haïti est placé dans la pire catégorie du rapport parce que son gouvernement ne fait pas d'efforts pour lutter contre la traite des êtres humains. La plupart des cas de trafic concernent des enfants asservis aux tâches de servitude domestique, souvent victimes de violences physiques. Ils ne sont pas payés pour leur travail et ne peuvent pas aller à l'école. Les États-Unis estiment qu'il est urgent d'agir. Les trafiquants reconnus coupables doivent être condamnés. Un plan sera financé pour lutter contre ce fléau. Le 1er juillet est la journée internationale du reggae, une journée historique car elle correspondrait à l'anniversaire de la création de ce genre musical, le 1er juillet 1968, quand le chanteur jamaïcain Toots a chanté son célèbre 12 reggae. C'est un genre qui n'est plus tellement à la mode, même s'il conserve encore de nombreux adeptes et des chanteurs qui s'y adonnent, comme notre Smiley qu'a rencontré aujourd'hui Anne-Elisabeth Artsen. Né à Kingston en Jamaïque, le reggae dépasse désormais les frontières de son île natale pour conquérir le reste du monde. Parmi ses ambassadeurs les plus célèbres, Bob Marley, qui a inspiré le chanteur Smiley. C'est vraiment déjà l'artiste qui a su, à mon avis, le mieux porter cette musique-là aux yeux du monde. Et donc c'est celui qui a su trouver les mots, qui a su trouver avec le one drop, avec le beat. Le seul beat qui arrive à chaque fois que la mesure elle tourne, à chaque fois on a ce beat là qui revient et par-dessus ce beat là il a su dire les mots qui finalement parlent au peuple du monde entier, quoi. C'est vraiment la musique qui me fait vibrer. Il y en a d'autres comme le Gros Cas ou comme d'autres, hein, mais le reggae c'est vraiment une musique qui me permet de m'exprimer, qui me permet de dire ce que j'ai au fond de moi. Dans les années 60, le reggae s'est imposé parallèlement aux différents mouvements de résistance contre l'impérialisme. Aujourd'hui encore, plus qu'une musique, le reggae est un véritable état d'esprit. En cette journée internationale du reggae, je peux dire que ce que représente vraiment cette musique pour moi, c'est une âme. C'est l'âme de la revendication, l'âme du partage aussi, l'âme de l'amour, l'âme du seul amour en fait, de l'amour de tout un chacun, de l'amour du bien-être aussi de tout un chacun. Et vraiment ce sont des thèmes qui se recoupent beaucoup avec le terme reggae music. Le 1er juillet marque donc l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale qui fait bouger des milliers d'adeptes dans le monde entier. Du sport avec le Tour cycliste de Marie-Galante, c'était aujourd'hui la 3e étape, une étape longue de 115 km, Grandbourg. La victoire est revenue à Larry Lutin de la PDL devant Kevin Dutan de l'équipe Féroce de la Martinique et Cédric Ramotte de l'USL. C'est Freddy Vargas de la PPN qui ravit le maillot jaune. Demain, 4e étape, une étape en 2 tronçons. Le premier, un contre-la-montre long de un peu plus de 97 km à Grandbourg. Le second tronçon, un contre-la-montre individuel de plus de 12 km entre Grandbourg et Capesterre.
Et puis le TGVT, le Tour de Guadeloupe en voile traditionnel, il s'élancera dans 8 jours à Petit Canal. Ils seront 35 concurrents au départ de cette 15e édition. Parmi eux, le jeune Guillaume Aubert qui en est à son 5e tour, se classant à chaque fois parmi les tout premiers, parmi les cadors de la flotte comme Wilban, Forbin ou encore Tellier. Et cette année, il a donc encore plus d'ambition. Son portrait avec Éric Pommier. À 27 ans, Guillaume Aubert fait partie des jeunes qui ont le vent en poupe et donc tiennent bon la barre pour naviguer aujourd'hui parmi les meilleurs. Embarqué que depuis 5 ans dans ce fameux tour de la Guadeloupe de voile traditionnel, Guillaume aujourd'hui n'a qu'un objectif, donner le meilleur de lui-même pour cette édition 2016. Il est prêt. Ah oui, ça fait un moment qu'on a la tête dedans et qu'on se prépare. Guillaume Aubert est le patron du canot Rafale. Pendant ces 5 années, toute voile dehors, il a affûté son pilotage sur l'eau pour aujourd'hui jouer sur les plans d'eau avec les grands. Alors c'est vrai que l'année dernière, on a changé de bateau, donc on a un bateau qui va beaucoup plus vite qu'avant. Et même surtout aussi au niveau des équipiers, le travail commence à porter ses fruits parce qu'on s'entraîne régulièrement et qu'ils sont sérieux, donc forcément ça permet de progresser. 10e en 2013, 5e en 2014, 4e l'an dernier. Guillaume Aubert sait qu'il faudra jouer serré pour voler la vedette au grand de la voile. Le défi est de taille, mais Guillaume aime les challenges de ce type et surtout ce sport pour lequel un jour il a véritablement craqué. J'ai fait beaucoup de voiles et c'est vrai que un support de monotypie m'intéressait parce que tout le monde a le même bateau pratiquement sur des courses de voile traditionnelles, donc ce sont des courses en temps réel, un départ, une arrivée et ça c'est intéressant. Ah, c'est vraiment très pointu et il y a des marins qui sont là depuis très longtemps et qui naviguent vraiment très bien et c'est très difficile pour nous d'aller les déclasser aujourd'hui. Ancien équipier de Franck Fazian sur Nous là aussi, Guillaume est aujourd'hui un patron autonome, motivé, désormais installé dans la cour des grands, un patron à suivre peut-être de l'étoffe de Wilbon Marcelin, de Jean Forbin ou de Claude Tellier. Guillaume Aubert à la 8 étapes du TGVT 2016 pour le démontrer à bord de son Rafale. Avant de nous séparer, le temps qu'il fera sur notre archipel ce soir et demain matin, un temps toujours un peu nuageux et pluvieux et même orageux. Franchement, dans la région de Basse-Terre, les températures demain matin seront comprises en moyenne entre 25 et 28 degrés. Au programme ce soir, l'actualité dans le reste du monde, dans un instant qui sera suivi de notre magazine Télescopie. L'invité, M. Victorin Lurel, député de Guadeloupe, ancien président du Conseil régional. Et puis, ce magazine sera suivi de l'émission Pâtissier à vos fourneaux. Je vous donne rendez-vous demain 12h30. C'est notre premier rendez-vous avec l'actualité régionale, à la mi-journée donc. Excellente soirée sur Alizé et à demain.